Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. À l'Assemblée nationale, on connaît désormais le deuxième secrétaire parlementaire. C'est l'honorable Dakpe Sossou de l'Alliance FDU. Il a été élu hier par ses collègues députés à l'hémicycle. Ses premières impressions à suivre dans un instant. Nous parlerons également de la distribution des convocations aux candidats à l'examen du baccalauréat. Session de juin 2016, l'Office du bac procède depuis lundi à l'opération de distribution des convocations sur toute l'étendue du territoire national. Des milliers de Belges étaient dans la rue mardi pour protester contre la proposition de réforme de la loi travail, une réforme proposée par le ministre de l'Emploi, Chris Peters. Merci de nous préférer. Le ministre d'État, secrétaire de la présidence de la République, a sacrifié ce jour à la tradition de son point de presse hebdomadaire d'après Conseil des ministres. Voici les précisions du ministre d'État Pascal Irénée Koupaki. Le Conseil des ministres a examiné le rapport de la Commission d'ajustement des prix des produits pétroliers pour le mois d'avril 2016. À cet égard, le Conseil a décidé de mettre en place un groupe de travail dont la mission principale est de réexaminer la structure du mécanisme d'ajustement des prix des produits pétroliers et du gaz domestique à la lumière de l'augmentation des prix des produits pétroliers sur le marché intérieur nigérian et aussi à la lumière de la dépréciation du Naira, c'est-à-dire la baisse de la valeur du Naira. Le Conseil des ministres a autorisé la participation active du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique aux journées scientifiques annuelles de la Société ouest-africaine de chimie en août 2016 à Cotonou. Le Conseil a également autorisé l'organisation chez nous de la Coupe nationale du vainqueur des artistes du Bénin, édition nationale et internationale. Cette édition se déroule sur la période de janvier à octobre 2016. Troisième rencontre, le Conseil des ministres a autorisé l'organisation le 1er juin 2016 de la 32e édition de la Journée nationale de l'arbre sur le site de la forêt classée de Paou et en même temps le lancement de la campagne nationale de reboisement 2016-2017. Le Conseil des ministres a autorisé la participation de notre pays à la session ordinaire du Conseil des ministres de l'autorité du bassin de la Volta, qui aura lieu à Cotonou du 6 au 10 juin 2016, et la participation de notre pays à la session extraordinaire des ministres de l'autorité du bassin du Niger et à la réunion des bailleurs de fonds du programme intégré de développement agricole et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger du 29 mai au 2 juin 2016 à Abuja, au Nigeria. Enfin, à l'issue du Conseil, 4 fonctionnaires du ministère du Cadre de vie et du Développement durable ont été relevés de leurs fonctions et 22 nominations ont été prononcées, dont 10 au ministère de l'Économie et des Finances, 9 au ministère de la Justice et de la Législation, une nomination au ministère du Travail, de la Fonction publique et des Affaires sociales, 2 au ministère des Infrastructures et des Transports et 2 au ministère de l'Énergie, de l'Eau et des Mines. Les députés se sont réunis ce mardi en plénière à l'Assemblée nationale pour élire le deuxième secrétaire parlementaire. À la fin de l'élection, c'est l'ancien maire de la ville de Lokossa, Dakpe Sossou, qui l'emporte face à l'honorable Basile Arossi. Compte rendu, Amel Didier Humpenoudji et Cyril Agbo. C'est le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Humbedji, qui a ouvert les travaux de cette plénière des députés qui a consacré l'élection du deuxième secrétaire parlementaire en remplacement de Alexis Agbelesesi qui a démissionné pour se faire élire
président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Après 30 minutes de suspension pour question de réglage technique au niveau des deux candidats retenus, à savoir Dakwe Sossou de l'Alliance FDU, Force démocratique unie, et Léon Basile Ahossi de l'Alliance Union fait la Nation, le processus de vote a été lancé après l'enregistrement des procurations. Les députés présents et représentés sont allés accomplir leur vote sous l'orientation de deux scrutateurs, Augustin Aronvo-Ebla et Louis Vlavonou. Après le décompte par la première secrétaire parlementaire, Sofiat Tchanou Aruna, c'est le député Dakwe Sossou qui remporte le scrutin avec 58 voix. Le président de l'Assemblée nationale annonce les résultats. Donc les résultats du scrutin donnent Sossou Dakwe 58 voix, Ahossi 20 voix. Sossou Dakwe est élu à la majorité des suffrages exprimés, deuxième secrétaire parlementaire de l'Assemblée nationale. L'honorable Dakwe Sossou, deuxième secrétaire parlementaire, a été aussitôt appelé à prendre place au perchoir aux côtés du président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedji. Suivons à présent les impressions du désormais deuxième secrétaire parlementaire juste après son élection. À tous ceux qui ont pris part activement au suffrage, ceux-là qui ont voté pour ou contre, je dis sincèrement merci. Merci parce que c'est une mission qu'ils sont en train de me confier. C'est une mission qu'ils m'ont en fait confiée. Et cette mission, c'est de les représenter tous au bureau de l'Assemblée, donc au poste de deuxième secrétaire parlementaire. Je crois qu'à un moment donné, ils ont fait confiance à ma personne. Je crois, je le répète, je crois qu'ils ne seront pas déçus. Je continuerai de faire ce travail-là comme je le faisais. Il n'y a pas question de démordre. Je suis là pour ça. Je suis envoyé d'abord par la population de la 18e circonscription pour ce travail avant d'être élu par mes pairs aujourd'hui au poste de secrétaire parlementaire. À vous tous, merci et faisons la marche ensemble. Autre événement au Parlement hier, c'est la création d'un nouveau groupe parlementaire dénommé République et Solidarité nationale. Composé de 10 députés, ce groupe est présidé par l'honorable Barthélémy Kassa. Membre de ce groupe, Rachid Igbadamansi précise les objectifs de ce nouveau groupe parlementaire. Présidé par l'honorable Kassa Barthélémy. Le groupe parlementaire République et Solidarité nationale s'engage devant l'Assemblée nationale représentant le peuple béninois en miniature et à soutenir toutes les actions de développement et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. À cet effet, nous, députés du présent groupe parlementaire, entendons œuvrer pour la préservation de la paix, l'unité nationale et la solidarité, veiller au respect des principes démocratiques, contribuer à l'édification d'une nation moderne et prospère, veiller à la sauvegarde des acquis fondamentaux de la conférence des forces vives de février 1990. Enfin, le groupe parlementaire République et Solidarité nationale se tient ouvert à tout député qui épouse les principes, valeurs et visions visés. Ont signé cette déclaration les honorables députés ci-après: Kassa Barthélémy, Bangana Gilbert, Dafia Abiba, Jirigaye Mohamed,
Youssouf Bida, Achade Nourenou, Sofiat Chanou, Badamasi Rachidi, Ouimbo Lucien et Sabaï Kate. La direction de l'Office du bac procède depuis lundi à la distribution des convocations des candidats au baccalauréat session de juin 2016. Convocations qui leur confèrent le droit aux différentes compositions. Au Collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou, où se fait la distribution des convocations pour le compte de l'Atlantique et du littoral, on remarque la présence non seulement des responsables d'établissements privés et publics venus retirer les convocations de leurs apprenants, mais également des candidats libres. Écoutons certains candidats et responsables d'établissements rencontrés à l'office du baccalauréat. Je vais retirer ma convocation pour pouvoir me présenter le jour de l'examen et au centre dont je vais composer. Sinon, sans ça, on n'a pas accès à la salle. Non, en fait, je suis venu chercher ma convocation et c'est ce qui me permettra d'être accepté au centre d'examen le 20 juin prochain. Les convocations sont accompagnées de listes. Dans un premier temps, nous allons afficher les listes pour que chaque candidat puisse voir, connaître son numéro et son centre. Et puisque vous savez, les candidats aujourd'hui, à voir leur âge, ils sont un peu ignorants, si vous me permettez le terme. Vous leur remettez ça aujourd'hui, ils peuvent égarer ça demain, ça fait des courses. Donc, nous allons donc voir avec la direction, n'est-ce pas, comment faire pour leur remettre les convocations à un moment où nous ne pourrons plus les perdre. C'est d'ailleurs des traditions chez nous. Et ce que nous faisons. Le directeur de l'Office du baccalauréat, quant à lui, donne plus de précisions sur cette opération de distribution des convocations au profit des candidats au baccalauréat 2016. C'est le début, l'affluence n'est pas grande parce que c'est toujours ça, mais avec votre contribution, vous allez sensibiliser les candidats pour que les candidats puissent aller retirer leur convocation dès maintenant, parce qu'il n'y aura pas de prolongation, puisque l'examen, c'est pour des dates bien fixées, bien calées. Donc, j'ai reçu effectivement des échos de tous les départements. Tous les émissaires que nous avons envoyés sont arrivés. Et je dois saluer les DIDEPS qui vraiment travaillent en bonne conscience avec ceux-là. Certains sont déjà revenus. Donc, cela va se faire dans les DIDEPS. C'est-à-dire que dans les DIDEPS vont donner les lots des convocations des établissements publics. Donc les chefs d'établissement viendront chercher, et les lots de convocation des établissements privés. Pour les candidats libres, bon, c'est à la DIDEP que ça soit distribué. Les candidats libres peuvent aller. En ce qui concerne les dépassements de l'Atlantique et du littoral, c'est à Sainte-Rita, c'est une tradition, que ces lots-là vont être remis aux chefs d'établissement de ces deux départements, de même que pour les candidats libres. Alors, je lance un appel vibrant à tous les candidats, officiels comme candidats libres, d'aller dès maintenant chercher leur convocation. C'est très important parce que sans convocation, vous n'avez pas accès aux salles d'examen. Et en même temps, faire en sorte que les cartes d'identité soient en bonne et due forme pour attester que la convocation que vous avez vous appartient. Donc voilà ce que nous sommes en train de faire. Donc tous ces candidats doivent être en possession de leur convocation. Et vous allez le voir peut-être après, les convocations sont en bonne et due forme avec les photos des candidats pour empêcher les substitutions de candidats. Il existe désormais une direction de la communication de la présidence de la République, une décision qui émane du Conseil des ministres en date du mercredi 18 mai 2016. Mais quel est l'avis des professionnels des médias sur cette innovation du gouvernement? À ce propos, certains se sont prononcés au micro de Maury Agua et de Romaric Devoshi. Chaque ministère doit avoir son système d'information. Et s'il faut gérer ça depuis la présidence, moi je trouve qu'on risque d'aller dans un système où on régente l'information, ce qui ne serait pas forcément une bonne chose. À moins que, au lieu que ça soit de l'information, qu'on aille carrément sur le communicationnel. Parce qu'il faut faire une distinction entre la communication et l'information. Or, ce qui nous intéresse, nous, hommes des médias, c'est d'abord l'information. C'est vrai que sans contrat de communication, on
on ne peut pas faire tourner nos organes. Mais d'abord, c'est la crédibilité de l'information que nous aurons au niveau de ces systèmes d'information qui seront dans les ministères, surtout sectoriels, qui ont option de faire le développement, de permettre au Bénin de changer dans 5 ans. Ces informations permettront aux investisseurs de saisir des opportunités pour créer de la plus-value dans le pays. C'est ça qui nous intéresse, nous autres. Il faudra aujourd'hui que nous ayons véritablement une direction de communication au niveau de la présidence parce qu'on en a besoin, l'État en a besoin, et le gouvernement en a besoin pour pouvoir définir un certain nombre de politiques pouvant lui permettre donc de mieux asseoir la communication, de mieux coordonner les actions sur le terrain. Il ne serait pas bien, par exemple, que la présidence pense autre chose, le chef de l'État pense autre chose, et que, comme nous avons vu par le passé, les ministres aillent raconter autre chose donc, aux populations. Il faut qu'on ait une certaine symbiose dans la gestion de l'information. Alors, je trouve donc que c'est une bonne chose, mais il va falloir aujourd'hui travailler. Parce qu'il ne s'agit pas de nommer les gens pour les remercier après avoir travaillé autour donc, du chef de l'État, Patrice Talon. Il va falloir donc travailler pour offrir une certaine aisance en termes de développement au Bénin. Et je crois que il faut déjà encourager ceux qui ont été nommés pour donc diriger cette cellule-là. Tous les Béninois, tous, je dirais, les organes de presse qui exercent au Bénin et qui doivent bénéficier d'un avantage parce qu'ils exercent, il faudrait que ce soit ainsi fait. Il ne faudrait pas qu'on aille assister à des organes de l'opposition qui sont lésés et il y aura des organes du système étatique qui bénéficient de la largesse de l'État. Il faudra qu'on ait quand même une gestion optimale des ressources et de l'information aussi. Moi, j'estime que j'attends l'information pour apprécier est-ce que ce serait juste pour être une structure de communication ou permettre aux professionnels de médias d'avoir des sources d'informations fiables, disponibles. Parce que vous savez, malgré que nous avons aujourd'hui un code de l'information, avoir accès à la source d'information est très difficile dans notre pays. Et je voudrais quand même insister sur le fait que de plus en plus on assiste à un musellement de la presse, à un embargo sur l'information au niveau de l'État. On le voit de moins en moins le chef de l'État sur nos médias, mais il va falloir que nous ayons les informations nécessaires parce que c'est sur cette matière première que nous, professionnels des médias, nous travaillons et donc cette information doit être disponible en temps réel pour que nous puissions faire nos analyses, nos investigations, nos commentaires pour mieux servir le public. Hors du Bénin, les différentes variétés gastronomiques nigérianes font des merveilles et attirent beaucoup de clients. Il s'agit surtout des plats faits à base des tubercules comme l'iyam et la patate. Ces mets font remplir les restaurants nigériens aussi bien au pays qu'à l'extérieur. Un plat traditionnel sénégalais, le thieboudienne revisité, la fameuse igname du Nigeria modernisée. Dans ce nouveau restaurant chic et branché de Lagos, les classiques de la gastronomie africaine sont remaniés. Aux commandes des marmites qui crépitent, Pierre Thiam, un pionnier prêt à conquérir le monde. Nous, on est confiants que la cuisine du futur, c'est la cuisine africaine. Il y a tellement de produits qui n'ont pas encore été découverts. Et ce n'est pas seulement les chefs africains, mais les chefs de l'Occident aussi sont à la recherche de ces nouveaux produits-là. Et donc l'Afrique a tout à offrir. En salle défilent des pancakes de patates douces et des calamars aux épices du nord du Nigeria. Une cuisine qui séduit les ripates. Ces Nigérians revenus travailler dans leur pays après avoir étudié à l'étranger. Une clientèle nostalgique de la cuisine de leur enfance, mais attentive à la qualité du service. C'est en quelque sorte de la fusion africaine. Nous avons été dans beaucoup de restaurants différents, asiatiques, italiens, mais on n'a jamais vu quelque chose de similaire. Nous sommes vraiment impressionnés. Ça montre dans quel sens va Lagos, une ville qui devient une métropole. Et pour des jeunes comme nous, c'est vraiment excitant. Dans cette cuisine privée, Ozo se démène derrière les fourneaux. 12 convives attendent un menu nigérian retouché. Samosa fourré aux escargots et poulet au pesto de curry vert et aux plantes locales. La chef s'applique à respecter les tendances contemporaines. Faire sauter au lieu de mijoter, poêler, griller, ce sont des techniques que nous voyons de plus en plus. À table, les convives sont tous des ripates. C'est Nossa à la tête d'un bloc culinaire qui est à l'origine du déjeuner.
L'idée, redorer l'image de la cuisine locale. Nous avons une classe moyenne en pleine expansion et récemment nous avons eu un grand boom pétrolier. Beaucoup de gens ont de l'argent et des jeunes gens viennent avec un premier job. Ils sont à la recherche de nouvelles choses à faire. Le marché a vu cela comme une opportunité pour ouvrir de nouveaux restaurants, de nouvelles expériences culinaires. Une cuisine africaine en pleine mutation, une mutation qui va défier les traditions culinaires sur de nouvelles saveurs. Le désert de la Namibie est de plus en plus perturbé par les activités humaines. Le passage des touristes et surtout le tournage de certains magazines sur le terrain fragilise l'écosystème et dégrade les habitats de quelques animaux vivant dans ce désert. Chris Nell connaît tous les secrets du désert du Namib. À l'œil nu, du sable et des dunes, mais sous le sable, ce guide est capable de dénicher les repères des dames blanches ou des geckos transparents. Les rares plantes abritent des caméléons et les dunes abondent en serpents et lézards. Un écosystème fragile qui paye le prix fort au passage des 4x4 de visiteurs. Mais pour Chris, ce n'est pas le plus grave. Le problème, c'est que les marques ne partent jamais. Elles restent pour toujours. Parce que le Namib est composé à 30% de sable et à 70% de pierres fines, de gravier. Des minuscules graviers que le vent n'emporte pas. Quand le blockbuster hollywoodien Mad Max a été réalisé dans le parc national du Dorob, les écologistes ont crié au scandale, accusant le tournage d'avoir détruit des zones du désert. Des dégâts que le guide relativise. Ils utilisent une aire limitée, maximum 5 km, et ils restent dans cette zone. Puis quand ils ont fini, les règles leur imposent de réhabiliter cet espace. Donc ils ont des équipes avec des balais, des râteaux, des filets, et quand ils ont fini, certaines zones sont plus propres qu'avant leur arrivée, parce qu'ils ont tourné par-dessus les marques de quad et autres déjà existantes, puis ils effacent les vieilles marques et les nouvelles qu'ils ont faites, donc le désert est encore plus beau quand ils repartent. Avant la création du parc national, il y a 5 ans, les habitants et les visiteurs avaient pris l'habitude de chevaucher les dunes en 4x4. Aujourd'hui, le public n'a accès qu'à des secteurs restreints et les guides empruntent des chemins définis pour ne pas laisser de nouvelles traces. Mais d'après l'ANACOMA, l'autorité de gestion du littoral, le désert du Namib gagnerait à une application encore plus stricte des lois. Souvent, vous verrez qu'il n'y a pas assez de personnel pour faire appliquer les lois qui sont déjà en place. Donc ça, c'est un des problèmes. Et je pense aussi que nos lois ne sont pas assez dures. Elles ne suffisent pas à décourager les gens d'abîmer certains endroits et de jeter leurs déchets n'importe où. Heureusement, le désert s'étend sur plus de 100 000 km². Au-delà des zones côtières, beaucoup de dunes n'ont encore jamais été foulées. Je vous le disais à l'entame de cette édition, des milliers de Belges étaient dans la rue mardi pour protester contre la proposition de réforme de la loi travail revêtue de chasubles verte, rouge et bleue aux couleurs des 3 principaux syndicats du pays. Ils étaient nombreux à prendre part à la manifestation, première étape d'une série d'actions contre le gouvernement de droite. Les responsables syndicaux fustigent une réforme du ministre de l'Emploi, Chris Peters, prévoyant l'annulation du temps de travail avec la possibilité pour les employeurs d'imposer des semaines de 45 heures suivies de périodes à horaires allégé. Eratan, à la frontière avec l'Ouzbékistan et ancienne étape afghane de la route de la soie, vivote depuis 2 ans et entraîne tout le nord afghan dans sa déprime économique. La faute notamment au retrait des troupes de l'OTAN. Un pont reliant Afghanistan et Ouzbékistan, seul passage entre les 2 pays. Les rails qui traversent cette ville frontière, autrefois grouillant de marchands d'Asie centrale, restent désormais souvent déserts. À 80 km de là, dans la capitale provinciale Mazar-e-Sharif, les commerçants ont du mal à tenir le choc. La situation actuelle est mauvaise. Il n'y a plus de wagons, plus de bateaux de marchandises, plus de camions. Les années précédentes, lorsqu'on achetait quelque chose, on devait attendre 5-6 jours qu'un bateau se libère pour livrer les marchandises de ce côté-ci. Mais maintenant, il n'y a plus de bateaux, plus personne n'importe. Résultat, le chiffre d'affaires de l'entreprise de Mohamed est en chute libre.
Et pourtant, lorsque le régime taliban a été renversé en 2001, les affaires ont repris et il y avait de l'espoir. Mais ça n'a pas duré. Avec la fin de la mission de combat de l'OTAN en 2014 et le retrait des troupes étrangères, la situation s'est dégradée. Avant, il y avait plein d'entreprises étrangères qui nous confiaient de nombreux projets. Mais maintenant, il n'y a plus de projets de la part des étrangers. Auparavant, ils nous fournissaient de l'aide au développement, mais maintenant, il n'y a plus rien. Après plus de 35 ans de guerre, l'économie afghane est en ruine. Le chômage touche plus d'un cinquième de la population active et le pays a du mal à exporter le peu de marchandises qu'il produit. Si on veut exporter des raisins secs ou des mandarines, ils sont retenus trop longtemps à la frontière et les marchandises périssent. Avant, on exportait des mandarines, des raisins secs, des pommes de terre vers l'Ouzbékistan et l'Asie centrale. D'après lui, les échanges commerciaux entre l'Asie centrale et son pays ont chuté de 60% en 6 ans. Dans un pays miné par le terrorisme et l'insécurité, l'avenir s'annonce compliqué. Car même si cette province est relativement sûre, les talibans ont annoncé le début de leur offensive de printemps et c'est tout l'Afghanistan qui est menacé. Et c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À bientôt.